J'ai 74 ans, je suis chirurgien dentiste depuis l'âge de 24 ans. J'ai été diplômé à la faculté de chirurgie dentaire de Marseille. J'ai rapidement passé les concours pour être attaché d'enseignement et je me suis installé en cabinet libéral à Valréas de 1973 à 2013 jusqu'à ma retraite. En 2005, Andidan s'est créé et j'ai rejoint aussitôt Andidan pour recevoir des patients à mon cabinet, des patients handicapés et également que je devais soigner sous anesthésie générale. Et cela jusqu'à ma retraite en 2013 où là, je me suis occupé complètement d'Andidan. Je suis le docteur Sandrine Counil, donc praticien hospitalier dans l'unité fonctionnelle de soins spécifiques du CHU de Nice. Je suis également praticien dans un centre polyvalent dédié à la personne en situation de handicap, également à Nice. Et je suis membre de l'association Andidan PACA et également membre de l'association nationale SOS, soins oralité et soins spécifiques. C'est une association approche globale de l'autisme. C'est Corinne Baculard qui nous a offert à Andidan 2 casques, un pour Sandrine Counil, un pour moi, et elle nous a demandé de l'essayer pour les personnes handicapées. En place au CHU depuis l'année dernière en fait, c'était septembre-octobre. À partir de décembre, j'ai commencé à l'utiliser sur les personnes valides et j'ai commencé timidement en janvier-février à l'installer sur des personnes invalides en situation de handicap, mais verbaux avec un peu de communication quand même. Donc pour l'instant, je me suis arrêtée là dans mon expérimentation. Et là, maintenant, je commence à essayer de le mettre en place chez les opposants. Donc, la sélection des gens à qui on peut l'utiliser se fait à l'aide de l'assistante et de mon épouse et un petit peu du bouche à oreille quand ils parlent entre eux, parce que quand il y a le moyen oral, ils peuvent communiquer, ils savent qu'il y a des casques à réalité virtuelle, donc ils le demandent et ils sont plutôt demandeurs. Et je préfère quand ils sont demandeurs, et à ce moment-là, on peut faire une approche, voir ce que c'est comme matériel et faire des essais, faire par exemple des dépistages, des consultations de dépistage avant d'entamer un détartrage des soins ou une extraction. Je propose de le mettre déjà chez tous les patients phobiques. Et ensuite, voilà, il y a quelques autistes quand même qui communiquent un peu. Et puis, quand j'entends aussi les parents à l'interrogatoire dire « il adore Winnie l'ourson, Winnie » ou « il adore Oui Oui » ou « il adore Toys R Us », ça fait tilt. Et je me dis, je peux peut-être lancer une hypnose dans le casque à partir d'un dessin animé ou d'un film, dès l'instant où ça devient obsessionnel. La seule chose que je demande, comme dans n'importe quelle approche, je donne des photos. Je donne toujours des photos des praticiens, de moi, de mon épouse, de l'assistante, et des moyens utilisés. Et le casque est en photo, et ça le permet d'entamer et de demander « est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez qu'on utilise un casque à réalité virtuelle ?» Et à partir de ce moment-là, on peut faire une consultation. Maintenant, il y a les infirmières ou aides-soignantes qui interviennent un petit peu et qui proposent en discussion est-ce que le dentiste peut utiliser un casque à réalité virtuelle, voilà, et ça les intéresse ou pas. S'ils sont intéressés, on approfondit. Principale contre-indication du casque, c'est déjà pour moi, c'est l'épilepsie. Donc, si on a une épilepsie qui n'est pas équilibrée, qui est forte, non, ça, il faut éviter parce qu'on peut, par le visuel, justement, déclencher des crises. J'ai aussi dans mon usage la claustrophobie.
peut-être poser quand même la question avant, parce que du coup, j'ai eu un rejet du casque. Je n'avais pas prévu. Et puis, ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme contre-indication? La schizophrénie aussi. Alors ça, si la schizophrénie n'est pas équilibrée non plus, c'est pareil, il vaut mieux éviter. Les limites, après, c'est le degré de compréhension, c'est-à-dire que si j'ai une personne avec une atteinte des troubles cognitifs sévères et non communicants, je ne cherche même pas. Le volume du casque est une interférence qui peut être gênante. Parce que, vous savez, on a de nombreux points d'appui, en particulier quand on soigne une dent du bas, on a des appuis sur le front et si on a un soin à faire, il ne faut pas déraper. Si on a une extraction à faire, alors si on fait juste un détartrage ou une consultation, ça va. Mais pour des soins qui ont besoin de points d'appui, le volume du casque peut être un handicap. Le casque, il est assez gros, donc sur la tête des enfants, ça peut être ça peut être gênant dans la mesure où il occupe une grosse partie du visage. Et ensuite, effectivement, par exemple, je ne peux pas faire de radio de toutes les dents au maxillaire parce que effectivement, le tube, je suis obligée d'enlever le casque pour faire les radios. Et là, je fais sortir le patient de son hypnose, en fait. Donc ça, c'est... mais voilà, le souci, c'est que moi, mon objectif, c'est de soigner le patient. Donc, dès qu'il est sédaté de cette manière virtuelle, sans médication, je suis heureuse, je suis tellement heureuse que voilà, j'accepte toutes les contraintes autour du casque, en fait. Je me suis toujours intéressé à la technologie, à ce que ça peut amener dans la qualité des soins. Vous voyez, c'est comme ça que je me suis dirigé vers les techniques laser, que j'ai fait sous anesthésie générale. Je me suis intéressé aux empreintes optiques, à la CFAO. Voilà, toutes les nouvelles technologies, je les ai approfondies et le casque à réalité virtuelle est une nouvelle technologie intéressante que j'essaye d'approfondir. Je pense que, voilà, quand on soin se fait, on a un protocole. On a la séance en vigile, la séance en vigile avec prémédication, la séance en méopa sans prémédication, méopa avec prémédication. Donc, nous, notre arsenal de sédation, il s'arrête là. Et bien maintenant, il faut introduire le casque. Voilà. Donc, le mettre justement en vigile et avant tout le reste. Et l'idée, c'est justement d'éviter la prémédication, d'éviter la sédation médicamenteuse. Donc, oui, à partir du moment où on le sent un petit peu au niveau coopération du patient, de le faire en première intention. C'est ça, en fait. Et donc, ça devient un véritable outil de soins spécifiques ou de soins d'accompagnement des patients autres que spécifiques.